Bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cet enseignement digital organisé par la filière FAI2R. Je suis le professeur Paul Copeau, je suis hématologue à l'hôpital Saint-Antoine à Paris et j'enseigne à l'université Sorbonne. Et donc je vais vous parler aujourd'hui du thème large des micro-angiopathies thrombotiques associées à un contexte de maladie systémique. Et donc je vais diviser l'exposé en deux grandes parties. La première partie, le PTT associé à des maladies systémiques, au cours duquel je vais aborder différentes problématiques d'actualité au plan thérapeutique concernant en particulier les immunothérapies, et puis également une partie plus dédiée au syndrome hémolytique et urémique en contexte de maladies systémiques. Donc, en guise d'introduction, le terme de microangiopathie thrombotique, il faut garder à l'esprit que c'est un terme générique pour désigner une famille de maladies qui se caractérise par l'association d'une anémie hémolytique mécanique, c'est-à-dire associée à des fragments de globules rouges qu'on appelle les schizocytes sur le frottis sanguin, qu'on peut voir en haut à droite de l'écran. Une anémie mécanique, une thrombopénie périphérique d'importance variable qui survient par un processus de consommation et des défaillances d'organes de sévérité variable en fonction du type de microangiopathie. Et c'est donc cette association de trois manifestations, une bicytopénie et des défaillances d'organes, qui définissent le terme de microangiopathie thrombotique. Et au sein de ce terme, eh bien, on définit en fonction du mécanisme physiopathologique de la maladie différentes pathologies. Donc on peut distinguer le purpura thrombotique thrombocytopénique ou PTT, qui se caractérise, comme on va le voir, par un déficit sévère en Adams-13, qui est la protéine qui clive les multimères de facteur Willebrand. Et ce déficit en Adams-13 peut être d'origine congénitale par des mutations bialléliques du gène qui code pour Adams-13, ou alors d'origine auto-immune à cause d'anticorps qui sont dirigés contre la protéine Adams-13. Ensuite, le CHU, le syndrome hémolytique urémique, est l'autre grande forme de microangiopathie thrombotique. Et on distingue au sein des CHU les CHU post-infectieux, et tout particulièrement ceux associés à la production d'une chigatoxine par certaines souches de bactéries, en particulier Escherichia coli, et puis un petit groupe de CHU qui sont liés à une dérégulation de la voie alterne du complément. Et puis il y a un troisième groupe de microangiopathies thrombotiques qui sont un groupe encore assez hétérogène au sein duquel on identifie des syndromes de microangiopathie associés à des contextes particuliers qui vont jouer un authentique rôle de facteur déclenchant de la microangiopathie elle-même. Ce sont les microangiopathies en contexte de maladie systémique, donc on va en parler tout à l'heure, les HELLP syndromes chez la femme enceinte ou en postpartum immédiat, les hypertensions artérielles malignes, les contextes larges de transplantation, de cancer et de traitement antinéoplasique et différents autres contextes de prise médicamenteuse qui peuvent aussi s'associer à des microangiopathies. Alors il existe un lien assez étroit entre CHU et ces autres microangiopathies thrombotiques qu'on appelle secondaires, pour la simple raison qu'au plan clinique, eh bien, ces MAT secondaires sont typiquement caractérisés par une activité de la protéine Adams-13 qui est normale ou en tout cas détectable, donc ce qui est une caractéristique commune avec les CHU. Il peut y avoir une insuffisance rénale et les signes de microangiopathie autres font qu'il est très difficile de distinguer les CHU à proprement parler de ces autres formes de microangiopathie secondaire. Et donc après, un certain débat sémantique tend à rapprocher toutes ces formes de microangiopathie sous le chapeau des CHU de manière générale. Alors si on commence par le PTT, eh bien, c'est une forme donc particulière de microangiopathie qui se caractérise par le tronc commun des microangiopathies, donc l'anémie hémolytique mécanique, la thrombopénie périphérique de consommation typiquement profonde,
avec typiquement des taux de plaquettes inférieurs à 30 giga par litre, des défaillances d'organes de sévérité variable et un biomarqueur de cette maladie assez spécifique qui est le déficit sévère en ADAMS13. Donc sévère, c'est une activité de la protéine inférieure à 10% de l'activité normale. Et donc comme je vous disais, il y a deux grands mécanismes à l'origine du déficit sévère en ADAMS13 qui sont connus à l'heure actuelle. Un déficit lié à des mutations des deux allèles du gène, donc dans la forme congénitale qu'on appelait avant le syndrome de Upshaw-Schulman, avant qu'on se rende compte que ces patients avaient en fait un déficit congénital en ADAMS13. Et cette forme de PTT survient typiquement à la naissance ou chez le tout petit enfant, et également, dans certaines formes, chez la femme enceinte. C'est parfois la première manifestation de PTT qui survient chez ces femmes quand elles sont enceintes. Donc c'est une forme très rare de PTT avec une incidence qui est faible, de l'ordre de 0,1 cas par million d'habitants et par an. Et puis l'autre forme qui est plus fréquente ou moins rare, c'est la forme auto-immune, qui peut s'associer à certains contextes particuliers, comme on va le voir, ou non. Et donc cette forme a une incidence de 2 à 3 cas par million d'habitants et par an. Donc vous voyez qu'on est là typiquement dans le domaine des maladies rares, puisque encore une fois l'incidence de ces maladies n'est que de quelques cas par million d'habitants et par an. Alors au plan clinique, on voit sur cette diapositive les principales caractéristiques de ces patients. Donc ici c'est essentiellement des patients avec une forme auto-immune acquise de la maladie, qui est encore une fois de très loin la plus classique. Donc ces patients sont typiquement des femmes, dans les 3/4 des cas, qui ont un âge autour de 40 ans. Et en règle, ce sont des patientes en fait le plus souvent en âge de procréer, ce qui suggère le rôle des estrogènes dans la physiopathologie de la maladie. Il y a dans tous les registres de cette maladie une surreprésentation de patients d'origine africaine et antillaise. Et on va revenir sur cet aspect plus loin parce que c'est un point intéressant. Dans près d'un tiers des cas, les patients peuvent avoir une fièvre le plus souvent modérée, surtout une atteinte cérébrale qui témoigne d'une atteinte de la maladie au niveau cérébral. Et donc il est intéressant de constater que vous voyez sur la droite de la diapositive, en 2001, 90% des patients avaient une atteinte cérébrale. Et quand vous regardez à gauche de la diapositive, 10 ans plus tard, eh bien, cette fréquence d'atteinte cérébrale est tombée à près de 50%, ce qui est probablement en rapport avec le fait que, en 10 ans, on a été sensibilisé à cette maladie, à son diagnostic. On en fait le diagnostic plus rapidement. Ce qui fait qu'on fait de plus en plus le diagnostic de cette maladie au stade purement hématologique, donc plus précocement qu'avant, où on faisait le diagnostic à un stade souvent de défaillance multiviscérale, et donc avec des patients qui étaient souvent pré-mortem. Et donc on peut dire que au fur et à mesure du temps, on a appris à faire le diagnostic de cette maladie plus rapidement. Donc un stade, encore une fois, plus souvent hématologique, avant que les défaillances d'organes ne soient présentes, ce qui est une bonne chose évidemment pour les patients. Au plan biologique, vous voyez que les cytopénies sont profondes. L'anémie est typiquement entre 7 et 8 grammes par décilitre. Le taux de plaquettes, comme je vous disais, typiquement inférieur à 30 giga par litre. Et l'insuffisance rénale est présente souvent, mais de manière modérée. Et typiquement, ces patients ont moins de 200 micromoles par litre de créatinine, ce qui fait qu'il est exceptionnel que ces patients évoluent vers l'insuffisance rénale chronique. Alors au plan épidémiologique, ceci est une photo un petit peu du registre national, et vous voyez qu'en 2016, date à laquelle on a publié ces résultats, nous avions 772 patients atteints de PTT. Donc il s'agit là de PTT chez des adultes, des formes acquises, donc avec un déficit sévère en ADAMS13 lié à un anticorps. Et vous voyez qu'il y a globalement une moitié de ces patients qui a une forme dite idiopathique, c'est-à-dire sans contexte particulier associé, mais l'autre moitié des patients qui a un contexte, une pathologie associée. Et ces contextes peuvent être des infections
une maladie systémique, un contexte de cancer, de grossesse pour les plus fréquents et beaucoup plus rarement un contexte d'infection par le VIH, de transplantation, de médicaments, etc. Mais il faut encore une fois retenir qu'un PTT auto-immun peut assez classiquement s'associer à un contexte infectieux, à une maladie systémique ou à un contexte de grossesse. Alors pour focuser un petit peu sur les maladies systémiques en contexte de PTT, donc voici les résultats d'une étude que nous avions publiée il y a quelques années. Nous avions, à partir de notre registre à cette date, où il y avait 261 patients avec un PTT auto-immun, eh bien, nous avions sur ces 261 patients, 26, donc 10%, qui avaient un contexte de maladie systémique qui avait précédé le PTT de parfois plusieurs années. Ensuite, il y a des PTT pour lesquels on a diagnostiqué de manière concomitante une maladie systémique. Donc, il y en avait 17, soit 6,5% dans l'ensemble de la cohorte de PTT. Et un troisième groupe de patients pour lesquels, après le diagnostic de PTT, eh bien, au cours du suivi, on a diagnostiqué une maladie systémique. Et donc là, c'est encore 17 autres patients, soit 6,5% encore de patients pour lesquels on a diagnostiqué une maladie systémique au cours du suivi qui s'étendait de 22 mois à 12 ans. Et vous voyez le détail de toutes ces maladies auto-immunes et on voit très clairement que le lupus et le syndrome de Sjögren sont les deux maladies systémiques les plus classiquement associées au PTT auto-immun. Alors ce qu'on avait également constaté, c'est que chez des patients atteints de PTT sans maladie systémique au moment du diagnostic ou sans antécédent de maladie systémique, eh bien, quand on avait chez ces patients des anticorps antinucléaires avec une spécificité anti-SSA ou des anticorps anti-ADN natifs, eh bien, ces deux marqueurs biologiques étaient prédictifs de la survenue d'une maladie systémique à part entière dans le futur. Ça, c'est le premier point. Et l'autre point, c'est que c'est la présence de ces auto-anticorps au diagnostic à la phase aiguë n'avait pas de valeur pronostique particulière, ni le titre d'anticorps antinucléaires ou anti-ADN, ni la spécificité. Donc à l'heure actuelle, il est d'usage de rechercher au diagnostic d'un PTT les anticorps antinucléaires, leur spécificité en cas de positivité, les anticorps anti-ADN natifs, et s'ils sont présents, eh bien, il faut bien suivre ces patients, parce qu'il y a toutes les probabilités pour qu'au cours du suivi, ils développent le plus souvent ou un lupus ou un syndrome de Sjögren. Alors, en termes de facteurs de risque de PTT auto-immun, eh bien, différentes études ont montré qu'il existait au niveau du système HLA des allèles qui étaient associés à un plus grand risque de survenue de PTT ou au contraire un allèle protecteur. Et en étudiant la fréquence des allèles du système HLA de classe 2 et en comparant ces données à celles d'individus sains, eh bien, plusieurs équipes, dont la nôtre, ont montré, comme vous le voyez, que l'allèle dans le système HLA de classe 2 qui est le HLA-DRB1 11, est associé à un surrisque de PTT auto-immun, en particulier chez le caucasien, parce que dans cette étude, on s'était focalisé chez les patients caucasiens, et à l'inverse, l'allèle HLA-DRB1 04 est protecteur vis-à-vis du PTT. Et ça, ce sont des résultats qui sont très solides, puisque plusieurs équipes ont retrouvé exactement les mêmes résultats. Et ces résultats concernent cette fois-ci des patients africains et antillais. Et ces résultats montrent de manière intéressante que l'allèle DRB1 04 est plus rarement rencontré chez les patients africains et antillais, et ce de manière naturelle. C'est-à-dire que ce qu'on avait fait dans ce travail, c'est qu'on avait regardé la fréquence du DRB1 04 chez des individus africains antillais contrôle
et chez les patients africains antillais atteints de PTT. Et ce qu'on avait constaté, c'est que non seulement le DRB104 était moins fréquent chez les patients atteints de PTT auto-immun quand il s'agissait de patients africains ou antillais, mais le DRB104 était également moins fréquent chez les patients africains ou antillais sans PTT. Et on avait constaté une fréquence de cet allèle beaucoup plus faible et de manière très très claire chez les Africains et Antillais. Et comme le DRB104 est un allèle protecteur vis-à-vis du PTT, ceci pourrait expliquer que les patients africains et antillais sont plus à risque de faire un PTT. Et ça explique que dans tous les registres du monde rapportés, et, que ce soit aux États-Unis, en France ou en Angleterre, eh bien, les patients africains et antillais sont surreprésentés par rapport à une population générale. Donc, encore une fois, le DRB104 pourrait être un facteur de risque génétique qui pourrait expliquer que les patients africains et antillais font plus de PTT que les sujets blancs. Alors, il existe un modèle animal de PTT immunologique, on va dire, développé chez le babouin, qui a donné des résultats intéressants. Ce modèle de PTT chez le babouin a été développé en immunisant des souris avec de la protéine Adams 13, des anticorps monoclonaux dirigés contre la protéine Adams 13 ont été isolés, produits, et cet anticorps en fait anti-Adams 13 dirigé contre un domaine particulier de la protéine, ce qui lui permet d'être bloquant et donc d'inhiber l'activité de la protéine, a été injecté chez le babouin. Et l'injection de cet anticorps bloquant anti-Adams 13 a permis d'obtenir chez le babouin rapidement, vous voyez, en 24 heures, suivant l'injection de cet anticorps, une bicytopénie avec une anémie hémolytique mécanique et une thrombopénie profonde, sans qu'il y ait cependant de défaillance, en tout cas clinique, d'organes. Et donc ça a été une limite de ce travail, puisqu'il n'a reproduit qu'une forme purement hématologique de PTT. Il a fallu injecter de manière répétée cet anticorps pendant plusieurs jours pour que, à partir du 6e jour de post-injection, on voit apparaître une élévation de la troponine traduisant une souffrance cardiaque. À l'autopsie, cependant, d'un babouin, il a été mis en évidence des thrombies dans la plupart des organes, ce qui témoigne, malgré tout, du fait que ce modèle a assez bien reproduit une forme peu grave de PTT auto-immun chez l'homme. Alors, au plan clinique, les caractéristiques du PTT permettent en fait de le distinguer du CHU, qui est le principal diagnostic différentiel. Et il est très très important, maintenant qu'on a des thérapies ciblées, de distinguer en temps réel le PTT des autres formes de microangiopathie, en particulier du CHU, pour pouvoir mettre en route ces thérapies ciblées au plus vite. Et donc, idéalement, le meilleur moyen de distinguer le PTT du CHU ou des autres formes de microangiopathie, c'est de doser l'activité Adams 13. Donc, si vous avez un déficit sévère, c'est un PTT. Si l'activité est normale ou dosable, il s'agit d'un CHU ou d'une autre forme de MAT. Mais dans la mesure où on n'a pas à disposition encore en temps réel l'activité Adams 13, en tout cas dans la plupart des centres en France ou même dans le monde, eh bien, le délai de rendu est encore de quelques jours le plus souvent. Eh bien, différentes équipes ont développé des scores cliniques afin de prédire en temps réel la probabilité d'avoir un déficit sévère en Adams 13. Et donc, toutes ces études que je vous présente là sur cette diapositive vont dans le même sens et elles montrent que chez un patient qui a un syndrome de microangiopathie thrombotique, eh bien, quand on met de côté les patients qui ont une MAT avec un contexte associé, puisque dans la majorité des cas, l'activité Adams 13 est normale ou détectable, eh bien, chez ceux qui restent et qui n'ont pas de pathologie associée, eh bien, chez ces patients, quand il y a une thrombopénie profonde à moins de 30 gigas et une insuffisance rénale modérée définie par un taux de créatinine à moins de 200 micromoles par litre, eh bien, on a dans la majorité des cas, vous voyez, dans plus de 85% des cas,
un déficit sévère en ADAMS13. Et toutes les études, encore une fois, sont allées dans ce sens. Et ce score simple et pratique, qu'on a appelé le French score, et les Américains ont fait un score très très proche qui s'appelle le Plasmic score. La seule différence, c'est que le Plasmic score inclut la nécessité d'exclure des formes de maths associées à un contexte particulier. Mais en dehors de ça, les scores sont les mêmes. Donc ce score, le French score, a été validé dans des études cliniques dont je vais vous parler. Et donc à l'heure actuelle, ce type de score est utilisé en routine pour prédire rapidement la probabilité d'avoir un déficit sévère en ADAMS13. Et quand le niveau de confiance est suffisamment bon, eh bien on introduit dès le diagnostic de maths et donc de PTT probable des thérapies ciblées. Donc ça, c'est ce qu'il faut connaître de la physiopathologie du PTT pour comprendre le traitement. Donc dans le PTT auto-immun, puisque je me concentre sur celui-là, il y a un déficit sévère en ADAMS13 en rapport avec des anticorps dirigés contre la protéine, produits par des plasmocytes probablement à courte durée de vie, ce qui explique la rapidité et l'efficacité du rituximab. Et ce déficit sévère en ADAMS13, médié par les anticorps, est responsable de l'accumulation en amont de multimères de facteurs Willebrand de haut poids moléculaire qui vont être hyperadhésifs vis-à-vis des plaquettes. Donc ces multimères s'accumulant, ils vont dans la microcirculation se délier sous la forme de filaments à cause des contraintes et des forces de cisaillement de la microcirculation. Et donc ils vont exposer des domaines d'interaction avec les plaquettes. Et donc, il va y avoir une interaction massive, en l'absence d'ADAMS13, entre le Willebrand et les plaquettes, en particulier le récepteur GP1B. Et donc, il va y avoir une prise en masse des plaquettes avec la formation de microthrombie dans la plupart des organes, ce qui va aboutir à des défaillances d'organes et le décès du patient en l'absence de traitement. Donc quand on comprend ça, on comprend la stratégie thérapeutique dans le PTT. Il y a un déficit sévère en ADAMS13, donc il faut apporter de la protéine ADAMS13 pour saturer les anticorps et pour cliver les multimères de facteurs Willebrand. Et comme les concentrations d'ADAMS13 physiologiquement dans le plasma sont très faibles, il faut apporter de grandes quantités de plasma chez ces malades. Et donc pour apporter suffisamment de plasma, eh bien, il faut enlever au préalable le plasma du patient et le remplacer par du plasma thérapeutique. Donc c'est le principe, c'est pour cela qu'on fait des échanges plasmatiques chez ces patients. On apporte en moyenne près de 60 ml par kilo de plasma tous les jours jusqu'à la réponse complète. La deuxième stratégie, c'est l'immunomodulation. Et chez ces patients qui ont des anticorps anti-ADAMS13, eh bien, il s'agit de cibler de manière plus ou moins spécifique les cellules de l'immunité. Donc on peut cibler les lymphocytes B avec le rituximab. On peut cibler les lymphocytes T avec la cyclosporine, par exemple. Plus récemment, on a tenté de cibler les plasmocytes avec des médicaments comme les inhibiteurs du protéasome. Et puis, il y a également d'autres immunosuppresseurs moins spécifiques, comme en particulier les corticoïdes ou le cyclophosphamide, ou même, on pourrait le mettre là, la splénectomie. Et la troisième stratégie, c'est celle qui consiste à s'attaquer finalement au cœur du problème du PTT, qui est l'interaction pathologique entre les multimères de facteurs Willebrand et les plaquettes. Et donc ça a été réalisé assez récemment grâce à l'utilisation d'un nanocorps qui a permis de cibler le domaine A1 du facteur Willebrand et ainsi d'empêcher l'interaction entre le domaine A1 du Willebrand et la glycoprotéine 1B plaquettaire. Donc ça, c'est le médicament qui s'appelle caplacizumab et j'y reviendrai dans un instant. Ça, c'est pour vous rappeler le traitement standard du PTT qui était en fait le traitement historique depuis près de 30 ans maintenant. Ce traitement standard a été développé au tout début des années 90 et cette stratégie, ce traitement standard consistait à faire chez les malades des échanges plasmatiques associés à des corticoïdes en urgence dès le diagnostic jusqu'à la réponse complète, durable du patient. Et ce traitement est en fait celui qui a permis de totalement transformer le pronostic de ces patients
qui, avant l'utilisation systématique de ce type de traitement, mouraient de leur maladie dans la majorité des cas. Et ce n'est qu'avec l'utilisation systématique de ce régime d'échange plasmatique quotidien intensif jusqu'à rémission et de corticoïdes qu'on a vu le pronostic de la maladie se transformer avec maintenant des taux de survie qui sont supérieurs à 85%. Donc vous voyez l'importance de proposer un traitement rapidement chez ces patients, puisque si vous proposez un traitement adapté et rapidement, on sauve le malade dans presque tous les cas. Et à l'inverse, si on passe à côté du diagnostic et ou si on ne met pas en route le traitement adéquat, eh bien le patient décède dans presque tous les cas. Et donc l'enjeu là, c'est que malgré la rareté de la maladie, eh bien il faut penser à ce diagnostic pour mettre en route rapidement le traitement et sauver le malade. Alors je vais maintenant faire un focus compte tenu du contexte et de la thématique sur les immunothérapies dans le PTT. La première véritable immunothérapie, on va dire ciblée, a été le rituximab. Et le contexte d'introduction du rituximab dans cette maladie, eh bien, a été que malgré le traitement par échange plasmatique corticoïde qu'on a vu à l'instant, eh bien, il restait on va dire, la prise en charge des patients était encore insatisfaisante puisque malgré ce traitement par échange plasmatique et corticoïde, la moitié des patients présentaient ce qu'on appelle des exacerbations de la maladie, c'est-à-dire malgré les échanges plasmatiques quotidiens, eh bien, les patients pouvaient s'aggraver, le plus souvent au plan biologique, mais parfois également au niveau clinique avec des défaillances d'organes sous échanges plasmatiques. Et vous voyez typiquement sur la gauche de la diapositive, en haut, un patient qui a eu un diagnostic de PTT rapide, il a eu le traitement adéquat et vous voyez sur cette courbe qui représente l'évolution des plaquettes qu'il a initialement répondu et par la suite, la thrombopénie s'est aggravée pendant quelques semaines avant de s'améliorer une deuxième fois, une troisième fois et une quatrième fois de manière définitive. Et donc, ces patients qui mettent du temps à normaliser durablement leurs plaquettes, parce qu'ils font une ou plusieurs exacerbations, eh bien, sont exposés à une durée parfois très prolongée de traitement par échange plasmatique et ils sont exposés aux complications qui vont avec. L'autre modalité évolutive qui pose problème, ce sont les maladies réfractaires. Donc là, malgré un bon diagnostic de PTT rapide et un bon traitement mis en place, eh bien, ça ne marche pas. Et vous voyez à droite de la diapositive ce patient qui a mis 3 semaines, malgré des échanges plasmatiques quasi quotidiens, à normaliser une première fois les plaquettes, faire une exacerbation et par la suite normaliser définitivement les plaquettes. Donc là aussi, c'est une situation, la maladie réfractaire, un peu plus rare, ça concerne 10% des patients, mais ça expose également les patients à davantage de traitements, davantage d'hospitalisation et des complications en rapport avec le traitement. Et ces deux modalités évolutives, exacerbation et maladie réfractaire, sont évidemment également associées à davantage de mortalité. Donc la question, à un moment où la maladie devenait de bien meilleurs pronostics, c'était de savoir comment améliorer encore ces résultats. Et quand on a découvert qu'il y avait des anticorps anti-ADAMTS13, eh bien, logiquement, on s'est dit que le rituximab pourrait être intéressant dans cette indication. Et assez rapidement, donc on s'est rendu compte que l'introduction de rituximab en situation de sauvetage chez ces malades, qui sont ou réfractaires ou qui présentent une exacerbation, eh bien, s'associe à une normalisation rapide du taux de plaquettes, c'est-à-dire une guérison rapide des patients en moyenne 1 à 2 semaines. C'est ce que vous voyez sur la gauche de la diapositive. Et donc, très clairement, toutes les études qui ont évalué l'intérêt du rituximab dans le PTT en situation de sauvetage ont montré que le rituximab a permis de limiter la durée de traitement par échange plasmatique, de diminuer le nombre d'échanges chez ces patients répondeurs lents. Et on a pu voir, grâce au rituximab, la disparition de ces patients répondeurs lents, comme celui que je vous ai montré précédemment. Donc on a vraiment pu, avec le rituximab, limiter dans le temps la durée de traitement par échange plasmatique. La mauvaise nouvelle avec l'utilisation du rituximab, c'est qu'il n'est pas efficace en temps réel.
ce qui est dommage pour une maladie grave pour laquelle on a besoin d'une réponse au traitement immédiate. Mais malheureusement, vous voyez, comme c'est illustré sur ce patient à droite de la diapositive, quand vous introduisez le rituximab, eh bien, après la première infusion de rituximab, il faut attendre en moyenne 2 semaines avant de voir les plaquettes se normaliser de manière durable. Et donc pendant ces 2 semaines, durant lesquelles le rituximab n'a pas le temps encore d'agir, eh bien, tout peut survenir, y compris d'autres exacerbations, une persistance du contexte de maladie réfractaire et des décès chez ces malades. Donc il fallait vraiment trouver le moyen d'être efficace chez ces malades en attendant que le rituximab soit efficace. Un autre point très positif du rituximab, ça a été de constater que en l'utilisant dès le diagnostic, alors initialement en situation de sauvetage comme je vous l'ai dit, et comme ça marchait très bien de plus en plus dès le diagnostic en association aux échanges plasmatiques et aux corticoïdes, eh bien on a pu constater que le rituximab permet de protéger de manière remarquable, comme vous le voyez sur cette figure, les patients d'une rechute à court et moyen terme, c'est-à-dire dans les 12 à 18 mois qui suivent l'épisode aigu de PTT. C'est-à-dire que vous voyez que sur la courbe en pointillé, les patients avant l'ère du rituximab, donc qui n'étaient traités que par échange plasmatique et corticoïdes, rechutaient finalement assez vite après la guérison initiale, alors que quand on utilise systématiquement le rituximab en association au traitement standard par échange des corticoïdes, eh bien vous voyez un plateau, un très joli plateau, 0 rechute, durant les 12 à 18 mois qui suivent la rémission de la phase aiguë. Après, évidemment, si on continue de suivre les malades et qu'on ne fait rien, on va y revenir, eh bien, les patients, de nouveau, peuvent rechuter. Ça correspond en fait, cette période, à celle où les anticorps anti-ADAMTS13 réapparaissent à distance du rituximab. Donc, la conclusion de cette observation importante, c'est que les patients qui ne reçoivent pas de rituximab sont à risque de rechute rapide après la guérison de leur épisode. Et ça, c'est lié au fait qu'après la phase aiguë, quand les malades guérissent cliniquement, eh bien, ils restent souvent, dans 40% des cas, avec un déficit sévère en ADAMTS13. Et dans 40 autres des cas, il existe un déficit partiel en ADAMTS13, ce qui fait qu'au total, il y a 80% des patients qui vont guérir cliniquement d'un PTT, mais conserver un déficit partiel ou complet en ADAMTS13, ce qui les expose à des rechutes. Et compte tenu de cette observation, eh bien, on associe maintenant, et ça c'est une recommandation forte, le rituximab chez ces patients dès le diagnostic en association aux échanges plasmatiques et aux corticoïdes. Et comme vous allez le voir tout à l'heure, grâce à cette stratégie, on observe quasiment plus de rechutes dans les 12 à 18 mois qui suivent un PTT et plus de rechutes après non plus quand on refait du rituximab par la suite en cas de déficit nouveau en ADAMTS13. On va y revenir. Ça, c'est le dernier chapitre de l'histoire du traitement du PTT. C'est le développement de ce fameux nanocorps antifacteur Willebrand qui s'appelle le keplacizumab. Et ce nanocorps a été développé et évalué dans 2 essais thérapeutiques internationaux, l'étude Titan et l'étude Hercule. L'étude Hercule a été une étude de phase 3 d'enregistrement de la molécule. Vous voyez ici le flowchart de l'étude Hercule qui a randomisé 145 patients pour être traités ou par traitement standard, échange plasmatique, corticoïde, souvent rituximab et placebo, ou alors la même chose, mais keplacizumab. Et les résultats sont intéressants. Vous voyez ici l'analyse intégrée des 2 essais Titan et Hercule. Et vous voyez sur ces courbes que sur la courbe en noir continu, ce sont les patients dans le groupe keplacizumab qui ont normalisé le taux de plaquettes plus vite que les patients dans le groupe placebo. Et donc ces patients qui ont reçu du keplacizumab ont présenté une durée de thrombopénie plus courte que les patients dans le groupe placebo. Et ça, une durée de thrombopénie plus courte, ça veut dire
moins d'exposition au risque de décès, puisque ces patients décèdent de leur maladie durant la période de thrombopénie. Donc c'est important de pouvoir réduire la durée de thrombopénie chez ces patients, et ça, le caplacizumab a réussi à le faire. Plus intéressant encore au niveau des résultats, c'est que la différence entre les deux groupes de patients est particulièrement claire à la phase initiale de la prise en charge. Vous voyez, au niveau des 12-15 premiers jours de la prise en charge, c'est là que la différence entre les deux groupes est la plus marquée. Et c'est intéressant parce que, si vous vous souvenez bien, c'est la période de la prise en charge durant laquelle le rituximab n'est pas encore efficace. D'accord ? Donc ça veut dire que le caplacizumab est efficace très précocement dans la prise en charge au moment où le rituximab ne l'est pas encore. Et donc là, on a deux molécules, le rituximab et le caplacizumab, qui vont agir de manière synchrone finalement pour que l'une précocement protège les malades et stabilise les plaquettes jusqu'à ce que l'autre, par en dessous, améliore l'activité ADAMTS13 et la stabilise dans le temps. Donc le caplacizumab finalement crée un pont jusqu'à ce que le rituximab soit efficace en normalisant l'activité ADAMTS13 et mette à l'abri le patient du PTT. Alors ça, ce sont les critères secondaires des études Titan et Hercule. Donc vous voyez que dans le groupe caplacizumab, eh bien, aucun décès n'a été observé, contre 4 décès dans les groupes placebo. Et de manière encore plus notable, vous voyez que les exacerbations qui sont fréquentes historiquement chez ces patients, il y en avait près de 35% dans le groupe placebo, c'est à peu près ce qui est attendu, mais seulement 5,6% chez les patients dans le groupe caplacizumab. Donc ça, c'est une différence tout à fait notable observée avec l'utilisation du caplacizumab. Et en bas de la diapositive, vous pouvez voir qu'en termes de situation de maladie réfractaire, eh bien, aucun malade n'a été réfractaire dans les groupes caplacizumab contre 7 situations réfractaires dans les groupes placebo. Alors, fort de ces résultats, donc, le caplacizumab a obtenu une AMM européenne et aux États-Unis. Et en France et en Europe, l'AMM a été obtenue le 1er septembre 2018 et donc nous avons bénéficié en France d'une autorisation temporaire d'utilisation pendant une année de cette molécule. Et donc durant ce programme d'ATU, eh bien, nous avons pu évaluer donc en situation de vraie vie l'intérêt et la tolérance du caplacizumab en France selon le schéma que je vous ai détaillé sur la diapositive. Ce schéma qu'on a appelé Caplavi, qui est en fait un traitement triple qui associe les échanges plasmatiques, comme toujours, le traitement immunosuppresseur par corticoïdes et rituximab, et le caplacizumab. Alors chez les patients qui avaient un diagnostic de présomption de PTT fort sur la base du taux de plaquettes et sur la créatinine, donc un French score très évocateur de PTT, eh bien, le traitement triple a été débuté d'emblée. Et chez les patients qui avaient un diagnostic de présomption modéré, eh bien, on a commencé les échanges plasmatiques, les corticoïdes, le caplacizumab, et une fois que le déficit sévère en ADAMTS13 a été confirmé, on a commencé le rituximab. Donc les patients ont été traités par échange plasmatique jusqu'à normalisation des plaquettes. Le caplacizumab a été continué par la suite jusqu'à ce que l'activité ADAMTS13 devienne détectable ou même se normalise. Et 4 injections de rituximab ont été réalisées. Ça, ce sont les caractéristiques des patients au diagnostic. Et donc ça, c'est pour vous montrer que les patients traités par le traitement triple, il y en a eu 90. Et les caractéristiques cliniques de ces patients étaient tout à fait comparables à celles de patients atteints de PTT habituels, de vraie vie. Et donc, quand on compare ces patients à une cohorte historique qui a été prise les 3 années qui ont précédé l'ère du caplacizumab, donc sur 180 patients de cette cohorte historique, eh bien, vous voyez que les caractéristiques cliniques sont tout à fait comparables.
Ça, ce sont les caractéristiques biologiques entre les deux groupes de patients. Et on voit que là aussi, les cytopénies, le taux de LDH, la fonction rénale étaient comparables. Et sur le score de gravité de ces patients, vous voyez qu'il y avait autant de malades particulièrement graves dans le groupe traitement triple que dans le groupe historique. Au plan du traitement reçu, on peut voir que la majorité des malades des deux groupes a reçu des corticoïdes, donc comme attendu. Tous les patients ont reçu du rituximab dans le groupe traitement triple, contre 68% seulement dans le groupe historique parce que historiquement le rituximab était proposé en situation de sauvetage. Vous voyez, c'est intéressant pour la suite, que les thérapies de sauvetage ont été nécessaires chez près de 14% dans le groupe historique contre aucun patient dans le groupe traitement triple. Donc on voit de manière importante que les patients qui ont été traités selon ce traitement triple, selon le schéma Caplavie, sont des patients représentatifs de ce que l'on voit dans la vraie vie en termes de présentation clinique de PTT. Et donc, on était dans des bonnes conditions pour évaluer l'intérêt et la tolérance du caplacizumab. L'autre point à noter, c'est que cette étude s'est faite sur une période d'1 an et demi et elle a commencé immédiatement après l'obtention de l'AMM et le début du programme d'ATU, ce qui souligne la très bonne compliance de l'ensemble des cliniciens en France à ce protocole. Donc voici de manière intéressante les résultats qui ont été récemment publiés dans Blood. L'objectif primaire de cette étude était un critère composite qui associait décès et maladie réfractaire. Et on voit de manière intéressante que ce critère composite a été atteint chez 2 patients seulement dans le groupe traitement triple, donc qui comporte du caplacizumab, contre 22 patients, donc un peu plus de 12%, dans le groupe historique, avec une différence significative. Et ce qu'on a également constaté, c'est que dans le groupe de patients historiques, eh bien, il existait une différence de pronostic en fonction des caractéristiques initiales des patients. C'est-à-dire que chez les patients sévères, eh bien, on constatait davantage de maladies réfractaires et de décès, alors que dans le groupe traitement triple, on n'a pas vu de différence de réponse en fonction des critères de gravité initiaux, comme si finalement ce traitement triple, qui encore une fois comporte du caplacizumab, avait permis de gommer le mauvais pronostic initial identifié chez ces malades. Dans les critères secondaires, on voit qu'un seul patient est décédé dans le groupe traitement triple. C'était une patiente de 83 ans qui avait une atteinte cardiaque initialement, sans atteinte cérébrale. Il a initialement répondu au traitement triple. Elle a eu du caplacizumab tout de suite, mais elle est décédée dans les jours suivants, possiblement d'une embolie pulmonaire, sans que le diagnostic de certitude n'ait pu cependant être établi. 12 patients sont décédés dans le groupe historique. Et un seul patient a présenté, alors en fait, les critères d'une maladie réfractaire. C'était en fait plutôt un répondeur lent qui a rempli les critères de maladie réfractaire, mais finalement, ce patient a fini par répondre et il n'a pas nécessité d'intensification thérapeutique. Donc c'est finalement une maladie réfractaire d'évolution spontanément favorable, si je puis dire. Et il y a eu 16 maladies réfractaires dans le groupe historique. De manière intéressante aussi, et ça reproduit très bien les résultats des essais internationaux, 3 exacerbations seulement dans le groupe traitement triple contre 70, donc 44% exacerbations dans le groupe historique avec une différence très très significative. Et les données dans le rectangle en vert, c'est pour vous montrer que l'utilisation de caplacizumab et également de rituximab dès le diagnostic ont permis de réduire considérablement la charge de soins chez ces patients. C'est-à-dire qu'on a pu diviser globalement par 2 le nombre d'échanges plasmatiques, les volumes correspondants de plasma et la durée d'hospitalisation, y compris en particulier la durée d'hospitalisation en réanimation. Donc un allègement de la charge de soins
c'est appréciable chez ces patients qui vraisemblablement gardent des séquelles psychologiques de leur prise en charge, souvent vécue comme extrêmement lourde et traumatisante. Ça, c'est les courbes qui représentent l'hazard ratio cumulé de normalisation du chiffre de plaquettes. Et vous voyez que les patients dans le groupe traitement triple eh bien, normalisent près de 2 fois plus vite leur chiffre de plaquettes par rapport au groupe de patients historiques. Et ça, c'est une figure qui montre qu'avec le traitement triple d'emblée, dès le diagnostic, ce sont les histogrammes en rose, eh bien, les patients améliorent leur activité ADAMS-13 à un seuil donc protecteur défini par une activité à plus de 20% plus rapidement qu'avec le traitement historique où le rituximab n'était introduit que plus tardivement en situation de sauvetage. Vous voyez que la majorité des patients finalement atteint un seuil d'activité ADAMS-13 protectrice entre J14 et J28 après le dernier échange plasmatique. Et donc ça a des perspectives évidemment d'épargne de jours de traitement par caplacizumab. Cette diapositive est là pour vous illustrer de manière très claire finalement ce qu'est la réponse des patients à ce traitement triple qui comporte en particulier du caplacizumab. Et ici, ce sont les résultats de la toute première patiente en France traitée par ce schéma Caplavie. Cette patiente était intéressante parce qu'elle avait 45 ans, elle avait une forme typique de PTT avec un French score à 2, c'est-à-dire une MAT sans contexte associé, une thrombopénie profonde et une atteinte rénale modérée. Donc on était assez sûr du diagnostic de PTT. Elle avait une forme grave de la maladie parce qu'elle avait une atteinte cérébrale et une atteinte cardiaque. Donc elle était exposée non seulement à un risque important de décès, mais aussi de maladies réfractaires et d'exacerbation. Et pourtant, vous voyez qu'en commençant d'emblée le traitement triple, par échange plasmatique immunosuppresseur et caplacizumab, vous voyez que les plaquettes en rouge à gauche montent rapidement et durablement et ne redescendent plus. D'accord ? Et à droite, vous voyez que le taux de LDH, qui reflète surtout les souffrances d'organes, diminue de manière très rapide et durable dans le temps. Donc cette patiente n'a présenté ni maladie réfractaire, ni exacerbation, ni décès. Et cette réponse, elle a été maintenue dans le temps. Et vous voyez que l'activité ADAMS-13 s'est améliorée vers le 12e jour à 15% et vers 3 semaines à 27%, ce qui nous a permis d'arrêter le caplacizumab, donc environ 2 semaines après le dernier échange plasmatique. Donc cette réponse jolie, comme vous la voyez sous ce traitement triple, est typique de l'essentiel des patients traités par ce nouveau régime. En termes d'effets secondaires, nous n'avons pas eu de nouveau signal véritablement par rapport à ce qui avait été observé dans les 2 études internationales. Des saignements fréquents dans le groupe caplacizumab compte tenu du mécanisme d'action de la molécule. Le caplacizumab cible le facteur Willebrand, donc il induit une maladie de type Willebrand 2M. Et donc ce qu'on observe, ce sont des épistaxis, des gingivorragies, en général modestes et facilement contrôlables. On a eu quelques cas de saignements plus inquiétants, avec en particulier un choc hémorragique d'origine digestive, d'évolution finalement favorable chez un patient qui était en réponse clinique de sa maladie et sous caplacizumab parce qu'il persistait un déficit sévère en ADAMS-13. C'est un patient, là aussi, âgé, avec une insuffisance rénale chronique, sous antiagrégant plaquettaire. Et cette complication souligne la problématique de l'utilisation du caplacizumab chez le sujet âgé qui est plus fragile, souvent polymédiqué, avec des antiagrégants, des anticoagulants. Et les études à venir devront mieux préciser les modalités d'utilisation et la tolérance du caplacizumab dans la population de patients âgés. Quelques réactions inflammatoires au niveau du site d'injection qui ont été en général plutôt bien contrôlées
Et puis, quelques observations de thrombocytose parfois majeure. Vous voyez qu'un patient a présenté près de 1 million de plaquettes sous caplacizumab de manière résolutive et banale, dans la mesure où ces thrombocytoses ne se sont pas accompagnées d'un surcroît de maladies thromboemboliques veineuses. Alors ça, c'était les modalités de prise en charge de la phase aiguë. Et donc là, je vais vous dire un mot sur la prévention des rechutes chez ces malades, qui est une problématique majeure. Les patients atteints de PTT sont exposés à un risque important de rechute, et ces rechutes posent plusieurs problèmes importants. Le premier, c'est que à chaque rechute, le patient est à risque de décéder. Et de manière importante, on ne peut pas prédire la sévérité du prochain épisode de PTT à partir des épisodes précédents. C'est-à-dire concrètement, un patient peut faire 2, 3, 4 épisodes d'allure banale et peu sévère, mais l'épisode suivant peut être l'épisode fatal. Donc il faut considérer que chaque rechute peut être la rechute fatale. Les patients peuvent avoir à chaque rechute, évidemment, des complications en rapport avec le traitement, et on décrit de plus en plus, à chaque épisode de PTT, des séquelles neurocognitives de mécanismes encore peu clairs. Et de manière générale, donc encore une fois, à chaque rechute, un patient peut décéder de cette rechute. Donc la prise en charge de ces rechutes est une problématique majeure dans la thématique. Donc une stratégie, eh bien, ça a été de prévenir les rechutes cliniques de ces patients sur la base de l'activité Adams 13. On sait maintenant que dans la cinétique des événements, la première anomalie à survenir chez ces patients, c'est l'installation d'un déficit sévère en Adams 13. Et donc, avant que les cytopénies puis les manifestations cliniques ne surviennent, l'idée, c'était de traiter ces malades par rituximab de manière préemptive pour améliorer, normaliser l'activité Adams 13. Donc, sur ce schéma, on a traité des malades avec seulement un déficit sévère en Adams 13 par 1 à 4 injections de rituximab et on a regardé ce que devenait l'activité Adams 13 et la clinique de ces malades. Et le résultat, c'est que ça marche, c'est-à-dire que les patients traités de manière systématique par rituximab quand ils développent un déficit sévère en Adams 13, eh bien, ça permet de prévenir, dans pratiquement tous les cas, une rechute clinique de la maladie. Et ça, c'est intéressant parce que vous voyez sur cette courbe de Kaplan-Meier, sur la courbe du bas, l'évolution de patients historiques qui avaient un déficit sévère en Adams 13 et qui n'avaient pas de traitement. Ils étaient juste surveillés. Et vous voyez que sur une période de 7 ans en médiane, eh bien sur 23 malades suivis, 17 ont rechuté, 11 ont fait plusieurs rechutes et 2 patients parmi ces 23 sont décédés. Donc ce sont des résultats très peu satisfaisants. Et on voit à l'inverse qu'avec le rituximab, on arrive à shifter la courbe très très nettement vers le haut. Et alors on voit encore quelques rechutes qui sont liées au fait qu'il y a 15% de malades qui ne répondent pas au rituximab, en tout cas sur un schéma classique. Pour quelques malades, au tout début de l'histoire en tout cas, il y a eu des décisions d'arrêt de ces stratégies parce que le niveau de preuve était considéré encore comme faible et on observait des rechutes. Et la troisième raison de ces rechutes sous rituximab, c'était que parfois, entre le moment où on a prélevé l'activité Adams 13, le moment où on l'a reçu et le moment où on a mis en place le rituximab, certains patients ont eu le temps de rechuter. Donc tout ça pour dire que l'on peut encore optimiser la prise en charge de ces patients pour diminuer encore le risque de rechute clinique. Ce qui fait qu'avec ces stratégies, on est en train de totalement transformer l'épidémiologie de cette maladie à l'échelon national et petit à petit international, puisqu'on n'observe pratiquement plus de rechute clinique chez ces patients. Donc, vous voyez qu'on a petit à petit évolué dans la prise en charge du PTT en passant d'un régime thérapeutique totalement empirique, qui étaient les échanges plasmatiques et les corticoïdes, vers une stratégie thérapeutique ciblée qui en fait adresse tous les aspects de la physiopathologie de la maladie.
et ce traitement triple, qui est maintenant le nouveau standard thérapeutique, eh bien, permet d'adresser le déficit sévère en ADAMTS 13 chez ces patients avec les échanges plasmatiques. Il permet de limiter la production, d'empêcher la production d'anticorps anti-ADAMTS 13 avec l'immunosuppression par corticoïdes et rituximab. Et également, il empêche l'interaction entre les plaquettes et le facteur Hillebrandt grâce à l'utilisation de caplacizumab. Donc vous voyez que le PTT auto-immun est l'archétype de la maladie auto-immune. Il représente un joli modèle pour comprendre l'immunopathogénie des maladies auto-immunes et représente un bel exemple du succès de la médecine translationnelle. Et on a eu la chance de voir dans cette maladie tous les progrès réalisés au laboratoire, la découverte d'ADAMTS 13, des anticorps anti-ADAMTS 13, se transformer en progrès thérapeutiques, puisque on a eu le caplacizumab qui est en train de transformer le pronostic et la prise en charge de ces malades. Prochainement, une protéine ADAMTS 13 recombinante devrait encore permettre d'améliorer davantage la prise en charge de ces patients. Et donc, comme je vous le disais, ces nouvelles thérapeutiques ont permis de véritablement transformer le traitement de cette maladie en traitement sur la base de thérapeutiques ciblées. Et donc, le PTT est véritablement entré dans l'ère de la médecine personnalisée et des thérapies ciblées. Et je finis par remercier toutes les personnes qui travaillent avec moi au sein du centre de référence en France. Sur la gauche de cette diapositive, tous les résultats que je vous ai présentés et qui sont issus du centre de référence sont bien entendu des travaux extrêmement collaboratifs et le fruit de tout un ensemble de personnes qui travaillent au quotidien sur cette thématique. Et ces travaux sont encore une fois issus d'une belle collaboration qui dure dans le temps avec un très grand nombre de personnes partout en France. Et à droite, c'est une partie seulement du consortium international sur le PTT avec lequel j'ai également beaucoup de plaisir à travailler. Voilà, je vous remercie de votre attention et c'est la fin de cette première partie.